Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau chapitre sur le chômage, la version économie. Alors tout d'abord, il faut savoir que le chômage, c'est un terme qui est récent dans l'histoire de l'humanité. Il n'est apparu qu'à l'occasion du recensement de 1896, c'est-à-dire il y a à peu près 130 ans. Le chômage s'est notamment développé en France depuis les années 1970 et la fin des 30 Glorieuses. Donc le chapitre nous invite à nous demander comment expliquer l'apparition du chômage et quelles politiques mettre en œuvre pour lutter contre le chômage. Mais déjà, on va commencer par expliquer et définir le chômage. Le chômage, c'est la situation des personnes de 15 ans ou plus qui n'ont pas d'emploi, qui en recherchent activement un et qui sont disponibles. Certaines personnes ont un statut intermédiaire entre emploi et chômage. Ils sont dans ce qu'on appelle le sous-emploi. Ce sont notamment ceux qui travaillent à temps partiel et qui souhaitent y travailler plus. Ils sont ce qu'on appelle en temps partiel subi. Donc pour calculer le taux de chômage, on va diviser le nombre de chômeurs par la population active. Je rappelle que la population active se compose des actifs occupés, ceux qui ont un emploi, et des chômeurs. Le taux d'emploi, quant à lui, c'est le nombre de personnes en emploi divisé par la population totale en âge de travailler. Le chômage fluctue selon les périodes. Actuellement, environ 7,5% de la population active est au chômage en France. Ça a tendance à légèrement augmenter depuis quelques mois. On va maintenant étudier les causes du chômage en démarrant par le chômage conjoncturel. Donc le chômage conjoncturel, c'est la partie du chômage observé qui peut être expliquée par le niveau de l'activité de l'économie, de la conjoncture à un moment donné. Donc on a une corrélation, un lien statistique entre le PIB et le chômage. Lorsque le PIB augmente, le chômage recule et inversement. Cette corrélation avait été formalisée par Arthur Okun à travers de ce qu'il appelait la loi d'Okun. Donc pourquoi ça ? Lorsque l'activité économique est en hausse, les carnets de commandes des entreprises se remplissent et donc elles embauchent pour produire. Donc une hausse de la demande globale, hausse de la consommation des ménages et hausse des dépenses publiques de l'État va jouer favorablement sur la production et donc sur l'emploi, ce qui a tendance à faire baisser le chômage. A l'inverse, en période de crise, la demande globale va diminuer, les entreprises produisent moins et donc ils ont besoin de moins de travailleurs, ce qui conduit à une hausse du chômage. On a l'économiste John Maynard Keynes dans les années 1930. Il fait ce lien entre le niveau d'emploi et le niveau de production, donc durant la crise des années 30. Pour lui, si les producteurs, si les entreprises anticipent une demande forte, ils embaucheront pour produire davantage. A l'inverse, en période de crise, les anticipations pessimistes des producteurs vont les conduire à réduire leurs effectifs et au final, ils entretiennent la crise. Il y a plus de chômage, moins de revenus, une consommation en baisse et donc une baisse de la production et du PIB. Toutefois, même en période de conjoncture favorable, il existe toujours du chômage qui est indépendant de la conjoncture, c'est ce qu'on appelle le chômage structurel. C'est la partie du chômage observé qui s'explique par les structures de l'économie qui affectent le fonctionnement du marché du travail. Et donc ce chômage structurel a plusieurs origines. Tout d'abord, on va étudier les problèmes d'appariement. Les problèmes d'appariement vont renvoyer aux difficultés de mise en relation de la demande d'emploi des individus et de l'offre d'emploi des producteurs. Donc ça peut résulter de 3 facteurs. Tout d'abord, les inadéquations spatiales. Une entreprise va chercher à recruter dans une région, mais les chômeurs vont résider ailleurs. On a également les inadéquations de qualification. C'est un décalage entre les connaissances et les aptitudes requises pour exercer un métier et celles des chômeurs. Les entreprises proposent souvent des emplois qui nécessitent des compétences élevées, ce qui va avantager les salariés les plus qualifiés. Mais s'il n'y a pas assez de salariés qualifiés disponibles dans une économie, les entreprises elles auront du mal à recruter et ça va créer du chômage structurel. On a également des problèmes de friction, c'est-à-dire le temps nécessaire à l'appariement entre l'offre de travail et la demande de travail. Car notamment, les informations sur les emplois disponibles, les emplois vacants, n'est pas toujours et immédiatement disponible, notamment sur le site France Travail.
Donc ensuite, une autre raison du chômage structurel va être les asymétries d'information. Donc je rappelle qu'une asymétrie d'information, ça va être une situation dans laquelle les agents n'ont pas tous accès de la manière égale à l'information. Donc dans les théories du chômage, on estime qu'un employeur peut difficilement observer le niveau de productivité d'un salarié qui a donc intérêt à tirer au flanc, c'est-à-dire ne pas fournir les efforts nécessaires et adopter un comportement d'aléa moral. En effet, s'il est surpris par son employeur qui le licencie, il pourra retrouver un emploi rémunéré dans une autre entreprise. Donc les employeurs auront intérêt à proposer un salaire d'efficience plus élevé que le salaire d'équilibre pour inciter les salariés à l'effort, car si jamais ils sont surpris à tirer au flanc, ils risquent d'être licenciés et soit de se retrouver au chômage, soit de retrouver un emploi avec un salaire plus faible ailleurs. De plus, avec ce salaire d'efficience, de meilleurs candidats à l'embauche peuvent être attirés, ce qui va limiter la sélection adverse en réduisant la probabilité d'embaucher un salarié qui serait incompétent. Mais malheureusement, en augmentant les coûts pour l'entreprise, le salaire d'efficience peut induire moins d'embauches et par conséquent va créer du chômage structurel. Donc désormais, on va voir le rôle des institutions sur le chômage structurel. Le marché du travail repose sur des institutions comme le salaire minimum et les règles de protection de l'emploi. Donc tout ça va encadrer le fonctionnement du marché du travail. Donc le salaire minimum a des effets qui seront ambivalents, ambigus sur le chômage structurel. Le salaire minimum, c'est une règle selon laquelle un salarié ne peut pas être rémunéré en dessous d'un certain niveau par son employeur. En France, le salaire minimum existe depuis 1950 et il est devenu le SMIC en 1970. Actuellement, il est d'environ 1430-1440 € net par mois pour un temps plein. Donc selon son niveau, ses effets sur le chômage peuvent être soit positifs, soit négatifs. Donc en effet, lorsque le salaire minimum est très élevé, les effets négatifs vont dominer. Une hausse importante du salaire minimum va augmenter le coût du travail pour les moins qualifiés, ce qui va inciter les entreprises à moins les embaucher. Pourquoi? Parce que les moins qualifiés seront trop chers et seront remplacés par des machines. De plus, les entreprises, pour compenser cette hausse du coût du travail, ils vont augmenter leur prix et donc ça peut réduire la consommation des ménages et ça va engendrer donc une baisse de la production et donc par conséquent une hausse du chômage. Mais le salaire minimum a quand même et peut avoir des effets positifs. Tout d'abord, les chômeurs, s'ils voient que le salaire minimum sera élevé, ils peuvent être incités à rechercher plus activement un emploi en raison de la hausse du salaire minimum, ce qui va améliorer le processus d'appariement et donc réduire le chômage structurel. De plus, donc dans la logique d'un salaire d'efficience, la hausse du salaire minimum, ça peut favoriser l'implication du salarié dans l'entreprise et donc ça peut améliorer sa productivité. En plus, pour compenser la hausse du coût de production, les entreprises peuvent être incitées à former leurs salariés pour augmenter leur qualification et donc améliorer la productivité, ce qui va générer des gains de productivité, de la compétitivité et donc augmenter les ventes de l'entreprise, ce qui va nécessiter des embauches et donc faire diminuer le chômage. Enfin, ne pas oublier qu'un salaire minimum élevé, ça peut conduire à une hausse de la consommation de ceux qui sont payés au salaire minimum. Maintenant, on va voir une deuxième institution, notamment les effets des règles de protection de l'emploi, donc sur le chômage structurel. Donc, qu'est-ce que la protection de l'emploi? Ça regroupe les règles qui vont régir les modalités d'embauche et de licenciement dans une économie. Donc, elle renvoie notamment aux procédures et aux coûts provoqués par le licenciement des salariés. La protection de l'emploi peut avoir des effets négatifs lorsqu'elle est considérée comme excessive par les entreprises. Ces dernières peuvent être dissuadées d'embaucher. En effet, si l'entreprise peut licencier sans difficulté, elle n'hésitera pas à embaucher. Mais en protégeant l'emploi et en rendant plus difficiles les licenciements, certains employeurs n'embauchent pas par peur de ne pas pouvoir licencier après. Ainsi, la protection de l'emploi peut donc provoquer du chômage structurel. La protection de l'emploi peut également avoir des effets positifs, notamment elle va renforcer la stabilité des salariés dans les entreprises.
Également, les entreprises peuvent être incitées à former leurs salariés, ce qui va améliorer leur productivité et la capacité des salariés de retrouver plus facilement un travail en réduisant ce qu'on appelle l'inadéquation de qualification, ce qui va donc limiter le chômage structurel. Également, en cas de baisse de l'activité économique, la protection de l'emploi peut limiter la hausse du chômage structurel parce que notamment les salariés ils conservent leur emploi. Dans une seconde partie, nous allons maintenant voir les politiques de lutte contre le chômage, en commençant notamment par les politiques de lutte contre le chômage conjoncturel. Donc pour lutter contre le chômage conjoncturel, l'État peut intervenir en soutenant l'investissement public, comme le préconisait notamment Keynes. Par exemple, des grands travaux comme la construction d'autoroutes, de lignes grande vitesse ou de ponts. Lorsque les pouvoirs publics augmentent l'investissement public, ça fait augmenter la production, les entreprises distribuent des revenus supplémentaires aux travailleurs, ce qui stimule la demande globale, la production et incite les entreprises à davantage embaucher. On a l'exemple récent du plan de relance après le Covid appelé France Relance en 2020. Ce soutien à l'investissement peut également passer par ce qu'on appelle une politique de relance monétaire. Donc ici, les banques centrales, la Fed ou la BCE, peuvent baisser les taux directeurs pour influencer à la baisse les taux des crédits que les banques commerciales accordent à leurs clients. Donc, si les taux d'intérêt baissent, les ménages et les entreprises peuvent emprunter davantage pour consommer, ce qui soutient la demande. Cependant, une politique monétaire de relance peut être source d'inflation, ça on l'a vu en première, et ça peut également être insuffisant à lutter contre le chômage, notamment si les taux directeurs se trouvent déjà à 0%, comme ce fut le cas lors de la période 2010-2018 dans la zone euro. L'État peut également aussi inciter à la consommation en baissant les prélèvements obligatoires, par exemple comme la baisse de la TVA sur les plats au restaurant en 2009. Et là encore, la baisse des prix, ça va faire augmenter la demande, ça peut inciter les employeurs à augmenter leur production et donc à embaucher. Maintenant, nous allons voir les différentes politiques de lutte contre le chômage structurel. Tout d'abord, les pouvoirs publics peuvent alléger les cotisations sociales, ce qui fait baisser le coût du travail. Selon les libéraux, le chômage provient d'un coût du travail qui serait trop élevé. Le niveau des salaires et des cotisations, ça va inciter les entreprises à remplacer des travailleurs par des machines qui coûtent moins cher. Donc on va remplacer du travail par du capital ou encore à délocaliser la production dans les pays à bas coût. Donc la solution serait d'alléger le coût du travail supporté par l'employeur, ce qui se traduit par l'allègement des cotisations sociales et surtout sur les bas salaires pour que l'embauche des moins qualifiés soit entre guillemets rentable par les entreprises. Donc alléger le coût du travail augmente l'incitation à embaucher pour plusieurs raisons. Tout d'abord, en réduisant le coût du travail relativement à celui des machines, du capital, les entreprises vont moins remplacer des travailleurs par des machines. De plus, la baisse des coûts de production, ça peut inciter les entreprises à baisser leurs prix, ce qui augmente leur compétitivité prix, donc la demande et donc la production et les besoins en main-d'œuvre. Cependant, ces politiques ont des limites, elles pèsent sur le financement de la protection sociale et elles peuvent devenir coûteuses pour les finances publiques, notamment quand l'État a un déficit important. Enfin, les économistes libéraux ne veulent pas augmenter le SMIC pour ne pas augmenter le coût du travail. Mais on peut souligner que si le salaire minimum est effectivement un coût pour l'employeur, c'est un revenu pour les salariés, ce qui soutient la demande globale. En deuxième sous-partie, on va maintenant étudier les politiques de flexibilisation. Donc ces différentes politiques ont pour objectif de réduire le chômage structurel en permettant aux entreprises de s'adapter rapidement aux fluctuations économiques. Donc ça consiste à supprimer les rigidités sur le marché du travail comme certaines règles de protection de l'emploi, les règles de rupture du contrat, d'indemnisation du chômage, etc. On a donc les trois principales mesures de flexibilisation qui consistent tout d'abord à permettre au salaire réel de baisser, notamment en levant les freins institutionnels comme par exemple en supprimant ou en baissant le SMIC. Et donc ça va inciter les employeurs à embaucher en raison d'une baisse du coût du travail. C'est ce qu'on appelle la flexibilité salariale. On peut également demander aux salariés d'effectuer plusieurs tâches en fonction des besoins de l'entreprise. C'est ce qu'on va appeler la flexibilité qualitative. On peut également assouplir les conditions d'embauche et de licenciement en réduisant la protection de l'emploi. Il est donc plus facile pour les entreprises d'embaucher en intérim et en CDD, ce qui fait baisser le chômage. On peut également faciliter la baisse du temps de travail des salariés
Parce qu'en cas de baisse d'activité, l'entreprise pourra diminuer le temps de travail de ses salariés avec évidemment une baisse des salaires, ce qui lui permettra de conserver ses effectifs. Et donc, en évitant les licenciements, ça permet de lutter contre le chômage. Cependant, point négatif, la flexibilité du marché du travail risque d'augmenter le nombre de travailleurs pauvres et précaires, comme c'est le cas dans les pays anglo-saxons. Enfin, la dernière politique évoquée par le programme est la formation. Rappelez-vous, le chômage il peut résulter de la présence de problèmes d'appariement induits par des inadéquations de qualification. L'une des solutions serait de mener des politiques de formation qui consistent à améliorer les qualifications des salariés pour augmenter leur capacité à obtenir un emploi. Donc ces politiques de formation prennent 3 formats majoritairement. Les formations initiales des jeunes, par la hausse de la durée des études ou par une meilleure qualité des programmes scolaires, notamment la labellisation des manuels scolaires actuellement. La formation continue des salariés en poste pour inciter les entreprises à conserver ces salariés. Et enfin, une formation adéquate des chômeurs en lien avec les qualifications requises par les secteurs qui recrutent. Donc c'est fini pour ce chapitre, assez dense. N'hésitez pas à revenir en arrière si jamais vous n'avez pas tout assimilé. Et comme ce chapitre il est très lié à l'actualité, n'hésitez pas à vous tenir informé des derniers projets de loi ou des débats politiques sur le chômage. Et je vous souhaite à bientôt pour une future vidéo et abonnez-vous. Allez, ciao!